Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va continuer la série du cours du module de la biochimie médicale de la troisième unité qui est l'unité de l'appareil endocrinien et urogénital qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine et on va entamer aujourd'hui un cours hyper intéressant sur le cours de l'exploration de l'axe somatotrope. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo message de انجم راح نخلي له لين القناه تاعي الانستغرام et le telegram في البوات دانفو اللي حابب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير اي راح تلقاو لو لين دو سو ديابو اللي نقرب به ان شاء الله في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له اي سي بارتي صلوا على النبي. Donc on commence de discuter sur le plan du cours. Donc on va faire en première du temps un rappel physiologique de l'axe somatotrope. Donc on va parler sur l'activité physiologique de l'hormone de croissance ou the growth hormone. Aussi on va faire une exploration de l'axe somatotrope selon les deux types de dosage, le dosage statique et le dosage dynamique en détail. Et troisième des choses, on va parler sur les pathologies liées à un défaut d'activité de l'hormone de croissance, soit par un excès, ou soit par une diminution de sécrétion ou diminution d'activité. Donc on commence par un rappel physiologique de l'axe somatotrope. Donc le growth hormone est une hormone polypeptidique qui est constituée par plusieurs peptides en nombre de 180 taillances d'acides aminés sécrétés par les cellules somatotropes de l'hypophyse antérieure. Donc comme vous savez que l'hypophyse est subdivisée en deux parties. Donc on a l'anti-hypophyse et on a le postéro-hypophyse. Donc l'anti-hypophyse elle va sécréter beaucoup d'hormones comme le growth hormone, comme le prolactine, par exemple des thyroïdo-stimulantes. Donc elle va stimuler la glande thyroïdienne pour faire leur activité. Et le post-hypophyse, donc elle va vraiment faire une production et un stockage en même temps des hormones, de deux hormones, l'ADH et aussi l'ocytocine. D'accord? Donc le growth hormone est sécrété par les cellules somatotropes de l'hypophyse antérieure et circule majoritairement lié à l'HPB, c'est un récepteur ou un protéine à liaison de cette hormone, le growth hormone. Donc cette liaison entre le growth hormone et aussi ce protéine, donc elle va effectuer deux choses, la disponibilité et aussi la durée de vie de l'hormone de croissance au niveau de la circulation générale. Donc l'activité de synthèse de growth hormone par les cellules somatotropes répond à l'alternance de stimulus positifs de l'hormone GH-ARH au négatif qui est la GH-EF, donc qui est inhibitrice, reçue via le système neurosécrétoire par vos cellulaires hypothalamiques. Donc l'hypothalamus, elle va stimuler l'hypophyse, d'accord, par deux mécanismes, soit une mécanisme activatrice ou une mécanisme inhibitrice. Donc activatrice par le GH-ARH et inhibitrice, donc GH-ARH est nommé par l'hormone qui est vraiment l'hormone de libération de la GH et donc le GH-EF, donc c'est une hormone inhibitrice de GH, donc elle va inhiber sa sécrétion. Donc la sécrétion s'effectue par des brusques décharges spontanées. Ce sont des sécrétions pulsatiles, d'accord, obéissant à un profil circadien, donc qui est vraiment, il y a une variation de sécrétion de ce hormone au cours de la journée. Par exemple, nous avons le cortisol comme un exemple. Donc le cortisol, donc le taux maximal, il est à 8 heures, mais jusqu'à 16 heures. Donc يبدا يهبط le cortisol progressivement لين يهبط بقيمه كبيره. Donc لهنا هذا هو le rythme circadien معناتها entre la nuit et la journée. Donc il y a une modification de sécrétion. Donc sa sécrétion est aussi provoquée par le stress, l'exercice musculaire, le sommeil profond,
l'agent, comme il est un hormone hyperglycémiant, donc elle va augmenter la glycémie, donc il a une activité comme le glucagon, il est vraiment augmenté au cours de genre, la perfusion des acides aminés et encore de l'hypoglycémie. La sécrétion est en revanche diminuée en cas de l'hyperglycémie. Il y a vraiment une augmentation de taux du glucose au niveau sanguin. Vraiment pas pour la sécrétion de GART-hormone. Donc on a une situation d'hyperglycémie. Donc le corps nécessite vraiment un hormone qui va diminuer ce taux-là, ce qui est l'insuline. Donc, deuxièmement, on a l'exploration de l'axe somatotrope. Cette exploration sert essentiellement pour le diagnostic des anomalies de la sécrétion de l'hormone de croissance. Elle se fait par des dosages statistiques, le dosage de GH et les GF1. Donc, on va نبدأ par le dosage de GF, le GH. Je معناتها الميزور ستاتيك تاع le GH معناتها راح في n'importe quel temps de la journée راح نديرو un prélèvement sanguin, d'accord, de GH, d'accord, راح نديرو un prélèvement sanguin لهنا راح يعطينا راح نديرو des mesures directes تاع le niveau تاع le GH au niveau sanguin. Donc vraiment lorsque on trouve des niveaux qui sont vraiment irréguliers, sont pas normales, donc elle va donner une information directe qu'il y a un dysfonctionnement de la sécrétion de GH, d'accord. Et pour le deuxième, les GFF1, donc c'est nommé par le facteur de croissance insulino-mimétique de type 1. Donc l'ENAIA, elle va stimuler l'insuline, d'accord. L'insuline, c'est un hormone qui m'a goûté comme hypoglycémiant, d'accord. Et le GH, c'est un hormone hyperglycémiant, de façon contraire. Maintenant, l'ENAIA, les GF 1, elle va donner vraiment une évaluation indirecte de l'activité de GH, d'accord. معناتها هنايا ما يطلع لنا les GF1 ما يطلع لنا غير كي تكون كاينه une sécrétion de GH. معناتها حنا ما نحاولوا نديروا on va vraiment diminuer la glycémie qui تكون طالعه. Donc la sécrétion de GH elle va stimuler la sécrétion de les GF1. معناتها لهنايا كي نلقوا un taux régulé de l'EGF1, le GH de façon normale. Par exemple, quelqu'un a un déficit de l'EGH est vraiment très très diminué, d'accord. معناتها لهنايا l'état ماناش في hyperglycémie, نلقاش un taux très diminué de l'EGF1, d'accord. معناتها لهنا راهو يعطينا une idée de façon indirecte sur le GH. Donc لهنايا معناتها كي نلقاو des niveaux inappropriés les GF1, donc elle va donner des informations indirectes qu'il y a des problèmes de la production ou l'action de le GH, d'accord. C'est ça l'épreuve ou le dosage statique. Donc je change couleur pour expliquer l'épreuve dynamique. Donc انتبهت بلي راهو شارحينهم d'accord en détail. Donc dosage statique, donc dosage de GH se fait par immunodosage. Donc la concentration de base de GH est très variable chez le sujet normal. La mesure d'un point isolé ne fournit pratiquement aucune information clinique utile de la nécessité des épreuves dynamiques. Les épreuves vraiment statique, mais vraiment un intérêt clinique important. Donc on a nécessité d'utiliser l'épreuve donc l'épreuve dynamique, comme vraiment donc le GH n'est pas constant, parce que se forme circadien. Donc l'ENEA vraiment le dosage, le sujet normal il est pas constant, le malade. Donc l'ENEA le dosage statique n'est pas informatif, d'accord. On nécessite d'utiliser des épreuves dynamiques. Ça pour le dosage de l'EGF
1 se fait par la même méthode qui est l'immuno d'usage. Contrairement à la GH, le GF1 a un taux et c'est constant dans le plasma. Donc il résout n'importe quel point du temps. Donc elle va donner une information significative. Pour le doser, une seule prise du sang suffit et il n'y a pas nécessaire de recueillir des tests dynamiques. Donc le test statique est suffisant. D'accord, est vraiment suffisant. Mais le dosage de l'EGF1 présente aussi des limites. Au cours de l'insuffisance en GH est loin d'être la seule cause d'un taux ABC. On appelle le growth hormone et l'EGF1 عندهم une relation étroite شرحتها واش بيناتهم علاقه d'accord في la sécrétion تاع الGH و علاقه بلا sécrétion de l'EGF1. Donc لهنايا ça a des autres causes comme l'alimentation pauvre en calories. Ça, le patient qui fait une alimentation pauvre en calories, le corps راح يدخل في stress métabolique parce que cette alimentation elle n'est pas suffisante. Donc كما قلنا في début de cours le GH est sécrété lors du stress. Donc au cours du stress métabolique, donc on a une augmentation de taux de GH. d'accord معناتها هذه السيتوياسيون راح تفيد لنا الجي اش. دونك قلنا قبل باللي كي تفرز الجي اش دونك راح تفرز لي جي اف. علاش هنا نلقاو une diminution de taux de l'EGF1 parce que le taux de l'EGF1 donc عنده علاقه avec l'alimentation. Donc pas d'alimentation vraiment suffisante كاين عنده une disponibilité اللي هنا كيولي عندنا donc une alimentation pauvre en calories. معناتها la disponibilité est réduite du nutriment nécessaire pour le synthèse d'accord تاع ce hormone. Donc لهنايا معناتها le balance entre la sécrétion de GH et le GF1 donc est vraiment touché. D'accord. On trouve la diminution aussi au cours des maladies hépatiques. Pourquoi? Parce que le GF1 est vraiment, comme vous savez, que le foie, c'est l'usine de la biochimie corporelle. Donc, la production de l'EGF1 est située au niveau hépatique. Au cours, par exemple, des maladies hépatiques, comme l'hépatite, comme par exemple la cirrhose, comme l'insuffisance hépatique aussi. Donc, pas vraiment de production de cet hormone. Donc, il y a une diminution. Au cours des maladies gastro-intestinales, donc, on a toujours le même cycle. Donc l'hénaïa qui tous les des pathologies gastro-intestinales. Donc l'hénaïa vraiment ça a une perturbation de l'absorption des nutriments qui sont responsables d'une disponibilité vraiment donc liée à la synthèse de l'EGF1, donc une diminution. Et aussi au cours des maladies rénales donc راح نلقاو des problèmes parce que les reins elle va vraiment entre dans la perturbation de métabolisme et l'excrétion des hormones et les métabolites. Donc cette perturbation, elle va toucher le taux de l'EGF1 par la diminution. D'accord. Comme on a les épreuves statiques, nous trouvons les épreuves dynamiques. Donc, premier chapitre des épreuves dynamiques, c'est les épreuves de stimulation par l'exploration de déficit de l'hormone de le growth hormone. Donc on va explorer le déficit. Est-ce qu'il y a une insuffisance de sécrétion ou non? D'accord. Différents agents pharmacologiques donc stimulent la GH principalement, soit en inhibant d'accord la production hypothalamique en somatostatine, donc soit en stimulant directement la production de GH-RH. Donc on a deux sortes. Soit on va inhiber la production hypothalamique donc en somatostatine, ou le contraire, on va stimuler donc le schéma vraiment qui est responsable pour la production de GH par stimulation hypothalamique, l'hormone GH-RH. Donc la présence de GH-RH, elle va stimuler l'hypophyse à sécréter le GH. On a parmi ces épreuves, on a l'hypoglycémie insulinique, donc c'est le test de référence.
Au cours de l'hypoglycémie, le GH c'est un hormone hyperglycémiant qui doit aider une hypoglycémie, donc le glucagon. Donc il est sécrété. Donc qui nous une état de glycémie insulinique et elle va doser le GH. Donc s'il est diminué, il y a une insuffisance de sécrétion, il y a un problème. D'accord? Et on a un autre test qui est le test de charge en acides aminés. Donc les acides aminés, donc elle va stimuler directement la sécrétion de GHRH. Donc s'il y a une sécrétion de GHRH, il y a une stimulation de l'hormone de croissance. Donc donc on va donner une quantité des acides aminés, donc des labos, d'accord, des labos spécifiques, d'accord. Lorsqu'on a les acides aminés sont présents, donc il y a une sécrétion de GHRH qui va stimuler le GH. S'il y a une diminution donc de taux du GH, donc il y a un problème. Aussi le test au glucagon, surtout utilisé en combinaison avec les bêta-bloquants, le propranolol et le bêta-xolol. Donc comme vous savez, je ne sais pas si vous avez pharmaco ou non. Donc tous les médicaments qui terminent avec lol, c'est la plupart sont des bêta-bloquants. Donc le suffixe lol est considéré pour les bêta-bloquants, d'accord, qui sont des médicaments donnés en cardiologie, donc pour diminuer le rythme cardiaque, pour diminuer les fréquences cardiaques aussi, sont donnant au cours par exemple d'une insuffisance cardiaque vraiment elle n'est pas altérée, conservée, d'accord, et des autres types de pathologies, d'accord, par exemple au cours d'une fibrillation auriculaire, d'accord, et pour beaucoup de pathologies, c'est pas la peine d'entrer dans ce détail. Donc هنا علاش عطينا لي بيتا بلوكون. دونك لي بيتا بلوكون ان شاء الله كي تقراو لا كارديولوجي دونك راح تعرفوا باللي elle va inhiber l'hormone qui est sécrété donc qui est l'adrénaline, d'accord, qui est sécrétée par l'amidale surrénale. Donc elle va inhiber l'effet de l'adrénaline sur la GH باش نضمنوا باللي ما كاين ولا vraiment des interfluences sur l'activité de GH, parce que l'adrénaline elle va inhiber la sécrétion de GH. Donc on va injecter le glucagon avec les bêta-bloquants pour le patient. Donc elle va stimuler la libération de growth hormone. Donc s'il y a une diminution, il y a un déficit contre cette situation, d'accord, c'est une situation vraiment stimulante, d'accord. Aussi l'épreuve isolée au GHRH. Donc, on va une injection directe de GHRH au niveau de la circulation générale. Donc, comme vous savez, ça sera une production de GH. D'accord. On va une évaluation, est-ce que l'organisme a la capacité totale de répondre à ce stimulus, le GHRH. Aussi, la stimulation par la clonidine, qui est une stimulation alpha-adrénergique, qui a la même chose, va stimuler donc le GH sur les récepteurs alpha-adrénergiques, et donc elle va augmenter ce taux dans la circulation générale s'il y a un déficit, pas de sécrétion. Donc ces sont les épreuves de stimulation. Donc les épreuves de freinage. D'accord, l'état contraire. On a l'hyperglycémie provoquée. Donc, il y a une administration du glucose de 75 grammes provoque dans l'heure qui suit un abaissement de concentration de GH. Donc, à un niveau de 1 nanogramme par millilitre chez un sujet normal. Donc, administration du glucose, une quantité suffisante qui est responsable pour l'hyperglycémie. Donc, normalement chez le personne normale, donc en cas d'hyperglycémie, une sécrétion de l'insuline, pas de sécrétion de GH. On va freiner le GH. À l'état normal, le GH est freiné et diminué, mais au cours des pathologies, il y a une sécrétion inappropriée de GH. Malgré tout ça, il y a une augmentation de leur taux plasmatique. Aussi, le test à la somatostatine.
Donc, le somatostatine, elle va vraiment inhiber la sécrétion de GH si donc le taux est toujours augmenté et pas diminué. Donc, on a en état pathologique. Donc, les pathologies liées à un défaut d'activité de GH. Donc, première situation, c'est l'excès d'activité. Donc, on a deux pathologies. On a la gigantisme et l'acromégalie. Ce sont deux syndromes associés à une surproduction de GH. Donc, une sécrétion vraiment inappropriée et n'est pas contrôlée, qui n'est diffère l'un de l'autre que par l'âge de leur survenue, donc pré-pubertaire dans le cas de gigantisme et post-pubertaire dans le cas de l'acromégalie. واحد قبل البلوغ واحد بعد البلوغ. D'accord, c'est ça la puberté. Donc les deux pathologies sont dues à une mutation du récepteur de GHRH qui est responsable pour la stimulation de sécrétion. Donc on a une mutation héréditaire génétique avec pour conséquence une formation d'une tumeur hypophysaire. هضرنا عليها en détail في le cours de la sémiologie hypophysaire. نخلي le lien تاعو في البوط d'infos اللي ما شافوش. هضرنا في le cours de la sémiologie كيف les tumeurs ont stimulé la sécrétion bien comme il faut et inappropriée de n'importe quelle hormone. Donc touchant les cellules somatotropes ou une production accrue de GH sans intervention de GHRH. Donc هنايا شغل تصوروها بلي هذا التيمور ولا يخدم خدمه le GHRH de façon permanente. Toujours il y a une stimulation, toujours il y a une stimulation, toujours il y a une stimulation pour l'hypophyse. Donc il y a une sécrétion vraiment massive et importante de GH. D'accord. La première pathologie, c'est l'acromégalie. Touche l'adulte jeune entre 20 ans et 40 ans. On a l'acromégalie le cours en détail. Donc, traduit par une hypertrophie des extrémités supérieures et inférieures, céphalique et VDFSR. Donc, une mégalie pour tous les organes, c'est l'organomégalie. Donc, tous les organes, soit les VCR, soit céphalique, donc la boîte crânienne, les extrémités supérieures, donc les nerfs, le patient افقي donc معناتها يجينا de façon horizontale, d'accord. Donc les extrémités inférieures, soit les mains, les pieds, vont vraiment tu vois donc à l'examen, donc on y trouve comme le patient là tu vois الحجم تاع الصباط نتاعو, d'accord. Les idées نتاعو sont importantes, d'accord. Compression de tissu hypophysaire par la tumeur s'accompagne de céphalées et des troubles visuels. Donc, lorsqu'on a une tumeur hypophysaire, donc elle va compresser le chiasma optique et va donner des troubles visuels comme les hémianopsies. D'accord? L'hémianopsie, le patient. Donc, par exemple, c'est une photo donc qui fait une croissant et une étoile. Par exemple, le drapeau d'Algérie. D'accord? كي نمدلو باغ اكزومبل لو درابو دالجيري واش غايشوف فيها الانسان اللي عنده اون ايميانوبس راح يشوف باغ اكزومبل هنا كان الخضر داكوغ الكرواسونس l'étoile en rouge, d'accord. واش غايشوف النص لا موتي دو فوتو معناتها راح يشوف غير باغ اكزومبل soit تكون droite soit gauche, donc selon l'hémisphère cérébral qui est touché. S'il y a l'hémisphère cérébral droite راح نلقاو une hémianopsie gauche, donc contralatérale, et si donc gauche, donc راح نلقاو hémianopsie droite. Donc نفرضوا باللي c'est une hémianopsie donc gauche, donc عندنا un problème de l'hémisphère droite, d'accord. لهنايا معناتها البارتي vert avec le croissant rouge مش هيقدر يشوفها, راح يشوف la partie blanc avec l'étoile rouge, d'accord. et راح نلقاو دي céphalées par exemple parce qu'il y a un engagement, les tumeurs, elle va engager les structures du voisinage et va donner, donc comme vous savez que la boîte crânienne elle n'est pas extensible. C'est les détails de l'hypertension intracrânienne. Donc une compression les structures donc qui sont situées à l'intérieur de la boîte crânienne et va donner des céphalées, d'accord, qui sont orientateurs. Pour les signes biologiques, on a des signes indirects, donc la perturbation du métabolisme phosphocalcique, on trouve une hypercalciurie. Le growth hormone, tout simplement,
elle va favoriser l'absorption intestinale du calcium, donc il va augmenter la disponibilité minérale au niveau de la circulation générale. Donc راح نلقاو une hyperphosphatérie, donc aussi c'est la même chose. Donc لهنا donc علاش نلقاو une hyperphosphatérie et une hypercalciurie. على هنا شرحت l'hypercalcémie et l'hyperphosphatémie. donc لهنا راح يكون عندنا دي طو كما قلت لكم راح تزيد l'absorption intestinale تاع هذم لو دو زيون. دونك لهنايا تحاول l'organisme انها تخرج l'excès هذاك. دونك هذا علاش نقول une hypercalciurie et une hyperphosphatémie qui sont secondaires à une hypercalcémie et une hyperphosphatémie. donc هذا علاش راح نقول بعد une hypercalcémie et une augmentation des marqueurs de résorption osseuse. علاش parce que le growth hormone elle va stimuler l'activité تاع les osteoblastes. كما نعرفوا les osteoblastes هما اللي يخدمونا l'os. Au contraire, les osteoclastes, les deux, la restriction. Donc, l'hénaïa va stimuler les osteoblastes, donc elle va stimuler la formation osseuse, donc elle va de la minéralisation et donc elle va beaucoup plus le calcium sur le tram osseuse. On note aussi la présence de l'hypertriglycéridémie. Parce que le GH elle va stimuler la lipolyse. Donc il y a une dégradation des triglycérides donc qui sont stockés dans les cellules adipeuses. Donc par exemple l'histologie en deuxième année. Donc on a donc lors de la dégradation donc la libération des acides gras. Donc il y a le taux des acides gras. Donc la circulation en général on a une hypertriglycéridémie. Donc, et on note aussi dernièrement intolérance au glucose. Pourquoi? Parce que le GH c'est une hormone anti-insuline qui va vous dire là c'est une hormone hyperglycémiante et l'insuline c'est une hormone hypoglycémiante. Donc dans une activité contraire, d'accord. L'hénaïa elle va diminuer la sensibilité des tissus à l'insuline. Donc l'insuline elle va des récepteurs sur les cellules et elle va ouvrir les cellules où il le glucose à l'intérieur, donc encore pour diminuer leur taux au niveau de la circulation générale. Ça معناتها كي نقصنا la sensibilité à l'insuline, donc il y a une intolérance au glucose où les cellules elle est pas répondent pour les stimulus de l'insuline et donc il y a une augmentation du niveau de le glucose sanguin. Donc l'hénaïa en même temps le GH elle va stimuler la glycogénogenèse donc une production du glucose par les processus voilà les précurseurs non glucidiques en première année en biochimie. Donc l'hénaïa qui est une activation de la glyconéogenèse. Donc l'hénaïa c'est une augmentation de la production du glucose et surtout les périodes où une patient consigne, d'accord. Et pour les signes directs, on a le dosage de GH si elle est supérieure à 15 nanogrammes par litre. C'est le diagnostic de certitude. C'est douteux. Recours aux épreuves dynamiques. Toutes les tests de freinage aussi par l'HGBO. On va stimuler donc une hyperglycémie expérimentale. On a 75 grammes du glucose. HGBO, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale, ou l'hyperglycémie par voie orale, d'accord. C'est l'acromégalie, pas de freinage ou pas de freination. Ça pour les tests de stimulation, test à l'insuline si le taux est supérieur à 20 nanogrammes par millilitre, donc c'est une acromégalie. Si le test à l'arginine ou le L-DOPA normalement stimule la GH en cas d'acromégalie, diminution paradoxale de la GH. واش معناتها هذه الهضره الكل؟ هنا رانا راح ندخلوا في واحد لاكتيفيتي دونك يسموها لا رياكسيون دو كونتر ريغولاسيون. ركزوا معايا مليح مليح في هذه البوان. دونك حنايا قلنا باللي لو ال دوبا اي l'arginine elle va stimuler le growth hormone, mais en même temps le taux de l'arginine et le L-DOPA elle va stimuler des autres hormones, d'accord, comme le somatostatine. Vous le somatostatine في le début de cours, elle va diminuer le taux de growth hormone. Donc لهنا معناتها تصلنا كما قالها تبون le contre خطه، داكور. معناتها لهنا رانا مدينا حاجه تحفز لو جي اش اي او ميم طون تحفز
ان ما يتفرزش لو جي اش. هل علاش رانا نقول اون ديمينيسيون بارادوكسال تاع لو جي اش؟ معناتها لهنايا لو ال دوبا اي لو لارجيني صح راح نلقاو اون سكريسيون دو جي اش، مي او ميم طون ثم راح نلقاو اون ديمينيسيون بارادوكسال. معناتها مش راح نلقاو اون سكريسيون دو جي اش، لو طو ماش راح يغومونتي، دونك راح نلقاو ديمينيسيون بارادوكسال دو جي اش par l'effet inhibitrice de la somatostatine. D'accord. صح. نروحوا لدوزيام باثولوجي هي الجيغانتيزم. راح نلقاو دي سيني كلينيك، راح نلقاو une croissance exagérée sans provoquer une déformation osseuse مش كيما l'acromégalie. Donc une hypogonadisme secondaire par l'insuffisance hypophysaire. معناتها لهنايا le tumeur هو le responsable de la sécrétion de GH. Donc elle va vraiment compresser et comprimer les cellules gonadotropes de l'hypophyse antérieure et راح يدير لنا une insuffisance hypophysaire secondaire. معناتها لهنا راح نلقاو une diminution de la sécrétion de la lâche et de la face. D'accord. معناتها لهنا راح نلقاو ان hypogonadisme secondaire، راح نلقاو une diminution في هذوم les hormones sexuels. معناتها راح نلقاو اوسي مادام لاش ولا فاساج ما تفرزوش، معناتها الاستروجين شي لي فام والتستوستيرون اللي هو الهرمون تاع الذكوره راح نلقاوهم بالضروره ديمينوي. معناتها راح نلقاو بوكو د سيني كلينيك، راح نلقاو لي روتار بيبرتير مش يوصلوا مليح البلوغ باسكو لي هرمون سكسيال سون لي بلوز امبورطون pour la puberté. Donc là راح نلقاو des aménorrhées et les troubles de la fonction sexuelle chez les hommes et la diminution de libido. D'accord. Les signes biologiques, on a la GH de base et après une phrénation reste toujours élevée et les GFA1 est également élevé. D'accord. Comme la situation de donc l'excès de sécrétion, la situation de diminution de l'activité de GH. Donc l'insuffisance en GH est relativement fréquente chez l'adulte âgé de plus de 50 ans. Donc, elle n'entraîne pas de conséquences clairement identifiables, d'accord, cliniquement. Chez l'enfant, l'insuffisance en GH est une cause de nanisme, l'enfant, mais le système de GH peut faire défaut au niveau du système nerveux central, hypothalamo-hypophysaire et au niveau du tissu périphérique. صح. كيفاش يلحق لو جي اش انه يدير هذوم توت لي ديفورماسيون سيغ هذوم لي ديفيرونت ستركتور؟ راح لازم نفهموا لا فيزيوباثولوجي. دونك لهنا كيفاش ياثر لنا على السيستم نيرفو سنترال؟ راح عندها دي زيفي فريمون ديريكت او انديريكت سور لو سيستم نيرفو سنترال. راح يمثل لنا لا نيروجينيز معناتها لا فابريكاسيون تاع لي نوفو نير. داكور. va toucher donc aussi l'activité synaptique. راح يمثل لنا aussi les fonctions cérébrales. معناتها لهنا راح يبدا يديفورمي في لو سيستم نيرفو سنترال et donc راح يدير لنا دي beaucoup de troubles vraiment neurologiques. Ça pour l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc comme vous savez l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc elle va sécréter beaucoup d'hormones qui sont essentielles pour l'activité du métabolisme corporel. Donc c'est à le toucher donc vraiment l'activité corporelle à la toucher, donc pas de régulation normale de ce axe. Ça pour les tissus périphériques. Donc les nerfs c'est très important. Donc les nerfs راح يلعبنا على les métabolismes الجلوسيديك، métabolisme lipidique et métabolisme protéique. Donc les وين نحكي يكون عندنا diminution de sécrétion de GH. Donc les processus métaboliques sont altérés. Donc راح نلقاو beaucoup des problèmes comme l'accumulation de graisse، راح نلقاو diminution de la masse musculaire. D'accord. هنايا راح نلقاو des amyotrophies et des altérations du métabolisme énergique. Donc le patient راح يكون très fatigué, pas vraiment d'énergie. Elle se traduit par deux possibilités: un taux de GH donc effondré, on a plusieurs causes, ou un GH normal avec une résistance périphérique à sans action. معناتها لهنا لو طو نتاعو راح يكون normal في la circulation générale, mais le problème في les tissus périphériques تاع l'organisme نتاعنا وين راح يكونوا sont moins sensibles et les récepteurs donc sont moins sensibles aussi pour la présence de GH et leur activité, et donc راح نلقاو des problèmes. Donc le déficit en GH, elle va donner le nanisme et le retard de croissance. Bien sûr, des causes de déficit de GH sont idiopathiques au cours des tumeurs hypothalamo-hypophysaires ou au cours du syndrome d'interruption de la tige pituitaire.
واش معناتها هذا لو syndrome تاع l'interruption de la tige pituitaire. Donc معناتها la relation بين l'hypothalamus et l'hypophyse ما كانش شغل une relation entre هذوم les deux glandes. D'accord, معناتها les stimulus تاع l'hypothalamus sur l'hypophyse par le GHRH qui est responsable pour la sécrétion de la GH est vraiment altéré et donc pas de sécrétion tout simplement. Des autres causes d'innanisme, on a les causes endocriniennes au cours de l'hypothyroïdie, au cours aussi du syndrome de Cushing. معناتها لهنايا نهزوهم وحده وحده. لهنا كي نهزو كي نلقوا l'hypothyroïdie خلينا نعرفوا les hormones thyroïdiennes sont responsables pour la croissance تاع l'organe تاع الجسم نتاعنا. دونك لنا راح يصير retard de croissance au cours de l'hypothyroïdie et راح نلقاو des problèmes vraiment sur la croissance générale. Aussi au cours du syndrome de Cushing اللي هو راح يكون il y a une sécrétion permanente à le cortisol. Donc cette sécrétion elle va diminuer la croissance et inhiber la synthèse des protéines donc qui sont responsables pour le métabolisme osseux et راح نلقاو des nanismes. Aussi au cours des traitements par des corticoïdes parce que il y a un traitement ou une corticothérapie vraiment prolongée, d'accord, et avec des doses vraiment augmentées, le synthèse les tissus et le métabolisme osseux et le dynamisme chez les enfants. Aussi au cours des anomalies de vitamine D, le carence de la vitamine D, elle va perturber le métabolisme phosphocalcique et donc la minéralisation osseuse et elle va donner des rachitismes des enfants et des déformations osseuses. Pour les causes non endocriniennes, donc les maladies chroniques cardiaques, au cours des maladies cardiaques et rénales, les maladies cœliaques, la maladie du Crohn et la malnutrition. Et deuxièmement, on a la résistance périphérique à l'action de GH, donc le syndrome de Laron, donc résistance génétique à la GH due à une mutation de récepteurs de GH, une nanisme sévère. Donc on trouve un GH élevé et une EGF1 diminuée. Qui marque un cours. Merci pour votre attention et bon courage.